Bienvenue dans le Pédagogcast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pods courts, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogcast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau pod court. Alors je vais aujourd'hui bien vous parler des classes virtuelles, outils et usages. En fait, je voulais tout simplement vous proposer quelques outils de classes virtuelles que vous pourriez éventuellement utiliser avec des apprenants. Alors, d'ores et déjà par rapport à ce podcast, je précise qu'on a donc ici un besoin non pas de faire simplement une visioconférence, c'est pas simplement par exemple de faire un Skype entre guillemets ou bien de s'appeler avec une conférence téléphonique, des choses comme ça. C'est vraiment lorsqu'on souhaite par exemple faire un cours à distance pour, on va dire, un nombre supérieur, par exemple, à 5 apprenants, voilà, simplement pour se donner quelques limites, parce que sinon, je pourrais vous faire un panorama très large, évidemment, d'outils, allant de Skype, en passant par Google Hangout, etc., voire même simplement le téléphone, avec la possibilité aujourd'hui de faire des conférences téléphoniques à moindre coût. Voilà, donc ici on est bien sur des outils entre guillemets qui respectent un cahier des charges assez précis. Donc je vais par exemple mettre également quelques critères ici pour simplement encore une fois diminuer un petit peu le nombre d'outils potentiels et puis vraiment cibler sur des solutions vraiment intéressantes de classes virtuelles à proprement parler. Donc on souhaite ici pouvoir gérer donc les invitations, par exemple inviter les apprenants par mail ou autre, etc. On souhaite pouvoir enregistrer du moins la session, la séance, pour pouvoir la rediffuser a posteriori, ça c'est très intéressant. On souhaite également pouvoir intégrer des documents, que ce soit des PDF, que ce soit des PowerPoint ou autres. On souhaite ici également pouvoir chatter et enfin pouvoir annoter ces documents directement devant les apprenants. Par exemple, avoir un pointeur en fait pour par exemple pointer justement des éléments du document, surligner, etc. Et donc les outils que je vais vous proposer le permettent. Alors je vais vous proposer ici une petite veille en fait de 4 outils, dont 2 que je connais un petit peu plus que les autres on va dire. Mais en tous les cas, vous allez voir, c'est vraiment, il y a un large choix parmi ces 4 outils, puisqu'il y en a qui sont donc payants, gratuits, etc. Donc on a différentes solutions possibles. Alors, on va commencer d'ailleurs par l'outil gratuit ici que j'ai référencé, qui s'appelle Big Blue Button. C'est un outil qui est assez connu finalement et assez utilisé notamment par toute la communauté par exemple des Moodleurs. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui utilisent Moodle. Donc quand je dis Moodle, ça veut dire beaucoup d'universités, beaucoup de grandes institutions également qui vont utiliser Big Blue Button. Donc il faut savoir que c'est un outil qui est gratuit. Alors bon, ceci dit, je vais en parler déjà tout de suite, mais par rapport justement à l'aspect coût, ça peut être intéressant effectivement d'avoir un outil, encore une fois, qui est gratuit, ça y a aucun souci, mais il faut savoir que pour Big Blue Button par exemple, si vous souhaitez l'utiliser, alors en dehors de solutions type Moodle Cloud qui l'intègre directement, il va falloir l'installer sur un serveur à part finalement. Donc tout dépend après de vos moyens, on va dire, dans la mesure où si vous-même vous avez des compétences techniques, ou si dans votre équipe vous avez des personnes qui ont des compétences techniques, effectivement le coût sera moindre. Après, si vous devez faire appel à des personnes extérieures pour vous faire cette installation, etc., là, évidemment, le coût sera peut-être plus important que si vous choisissez une solution, on va dire, plus coûteuse quelque part, mais malgré tout qui est clé en main avec donc toutes ces notions d'installation, etc., qu'on va pouvoir déléguer, on va dire, aux prestataires. Donc voilà, donc Big Blue Button, c'est une très bonne solution, ça fonctionne très bien aujourd'hui. Et puis ça s'intègre encore une fois avec votre LMS, en tous les cas avec Moodle par exemple, ça s'intègre très bien. Et vous pouvez faire à peu près tout ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire gérer les apprenants, enregistrer, intégrer des documents, chatter, etc. Voilà pour ce premier outil. Alors je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est Big Blue Button, comme le gros bouton bleu en fait, en gros en français.
Ensuite, la solution que moi j'ai le plus expérimentée s'appelle Via SVI, alors qu'on appelle également Classilio, puisque le fournisseur quelque part français c'est Classilio, mais l'outil c'est un outil donc qui est canadien en fait, et donc c'est Via VIA et espace SVI, donc SVI tout simplement. Voilà, donc cet outil-là, eh bien, c'est un outil qui est, que je connais bien. Après, voilà, évidemment, j'en ai une bonne perception parce que je l'ai quand même beaucoup utilisé. Donc, on peut absolument tout faire hein, notamment ce que je vous ai présenté au préalable. Comme défaut, on va dire, c'est que c'est un outil qui utilise Flash finalement sur les ordinateurs. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu problématique, notamment quand vous souhaitez justement faire utiliser cet outil-là à des personnes qui ne sont pas forcément toujours très douées entre guillemets avec l'informatique, donc elles vont devoir activer Flash, etc. Donc c'est un petit peu des petits soucis que j'ai pu rencontrer. Mais ceci dit, en tant qu'utilisateur, encore une fois assez régulier, j'ai quand même été très satisfait de cet outil-là, notamment en termes d'ergonomie. C'est vraiment c'est assez user-friendly comme on dit. Et puis encore une fois, on va vraiment pouvoir faire beaucoup de choses, notamment on va pouvoir faire des choses également en plus, comme par exemple des sondages, on va pouvoir rendre actifs les apprenants. Bon, après, ceci dit, il ne faut pas se leurrer, hein, 95%, voire si ce n'est pas 99% des classes virtuelles, eh bien, ne vont pas, en tous les cas, les formateurs ne vont pas utiliser ce type d'outil, par exemple, type sondage, mais vont simplement diffuser le document, éventuellement l'annoter, mais ça va souvent s'arrêter là. Mais bon, c'est quand même bon à savoir qu'il y a des tas d'outils qui sont à disposition sur cet outil de classe virtuelle. On va également pouvoir faire des groupes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez avancé. Donc je vous encourage vraiment à regarder un petit peu de ce côté-là si vous êtes intéressé par un outil de classe virtuelle. Et encore une fois, le fournisseur entre guillemets français s'appelle Classilio. Je vous mettrai également un lien dans la description. Enfin, un autre outil que j'ai découvert récemment dans le cadre d'un MOOC sur la plateforme Fun s'appelle Global. Global, donc c'est une start-up plus ou moins, mais oui, c'est une start-up qui a levé finalement, qui aujourd'hui, je pense, est en phase d'ascension quelque part. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, des plateformes comme Fun, France Université Numérique, l'intègrent directement sur la plateforme. C'est un outil assez intéressant en termes d'ergonomie. En fait, je ne vais pas forcément vous faire ici une présentation en audio de l'outil, mais il est assez original en termes de présentation, dans la mesure où on va en fait tout simplement représenter les différents intervenants ou les différents participants comme des bulles. Finalement, ce sont des bulles qui vont se déplacer, qu'on va pouvoir déplacer autour d'un document. On va pouvoir créer des groupes de bulles d'un autre côté, revenir au document, etc. Ça peut être abstrait comme ça, dit comme ça, mais je vous encourage vraiment à regarder, si vous le pouvez, les vidéos de présentation de cet outil. Donc Global, c'est Glowbl. Voilà, je ne dis pas forcément plus. En tout cas, je l'ai utilisé 2 fois pour le moment. Je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Et bon, j'ai pas forcément utilisé toutes les fonctionnalités de l'outil, mais en tous les cas, il répond au moins au cahier des charges qu'on s'est fixé précédemment et va bien au-delà, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez récent, d'assez innovant, je dirais, en termes de classe virtuelle. Enfin, au niveau dans le monde de l'entreprise, on va dire, même voire des institutions également, l'outil de classe virtuelle très utilisé, très connu, mais également très coûteux, est Adobe Connect. Donc Adobe Connect, c'est la fameuse entreprise Adobe finalement qui met en place cet outil-là. Et voilà, évidemment, qui est très mature aujourd'hui, qui fonctionne très bien, qui répond bien sûr à tout le cahier des charges qu'on a montré précédemment et bien plus. On va également ici pouvoir faire des sondages, on va pouvoir mettre un petit peu d'interactivité, etc. Et j'en passe. Donc je vous invite également évidemment à regarder, ne serait-ce que par curiosité, c'est bien la présentation de cet outil Adobe Connect. Il faut quand même noter que c'est un outil qui dispose d'une large communauté également d'utilisateurs, notamment encore une fois dans le monde entre guillemets des grandes entreprises. Voilà, alors
quelques recommandations maintenant par rapport aux classes virtuelles. Alors, comme je vous le disais, souvent, eh bien, on va vouloir avoir un outil qui fait un petit peu tout. Après, il faut bien le reconnaître que la plupart des classes virtuelles, je ne dis pas forcément toutes les classes virtuelles, mais sont pour des usages assez classiques. Donc, en gros, souvent, ça va être un intervenant. Bon, si je pense notamment par exemple au MOOC par exemple, eh bien ça va être une personne qui va, ou 2 ou 3 personnes qui vont, on va dire, animer une classe virtuelle, mais souvent, on va dire, les participants vont être plutôt passifs. Donc si vous faites par exemple du MOOC ou des classes virtuelles avec beaucoup de participants, eh bien ce que je vous conseille tout simplement, c'est de ne pas autoriser d'ailleurs les participants à diffuser leurs vidéos, parce qu'en termes de bande passante, ça va être très gourmand évidemment, mais c'est simplement en tant qu'animateur là, obligatoirement je dirais de diffuser votre vidéo. Ça c'est vraiment une pratique que je recommande. Et puis de demander tout simplement aux participants de chatter, de vous poser des questions par chat, et vous allez pouvoir y répondre comme ça au fur et à mesure. N'imaginez pas qu'une classe virtuelle est égale. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Faut quand même être honnête sur ce point. Ce n'est pas comme si on était en présentiel avec des personnes. Les interactions, il y a quand même une certaine on va dire lourdeur encore au niveau des interactions. Il faut donner la parole, la personne ensuite peut intervenir, on lui répond, etc. etc. Ce n'est pas aussi fluide que lorsqu'on parle avec quelqu'un directement, donc il ne faut pas se leurrer de ce point de vue-là. Donc vraiment ce que je recommande, c'est d'utiliser au maximum, si vous pouvez, notamment si vous avez des gros groupes, le chat. Voilà, ce serait une de mes recommandations. Alors si vous animez également des classes virtuelles, vraiment ce qui est vraiment recommandé également, c'est d'avoir un micro casque USB si possible, ou bien un micro de type Yeti par exemple, des micros fixes. En tous les cas, essayez d'avoir quand même un micro de manière à avoir vraiment un son de qualité. Ça peut être un petit peu souvent assez dommage finalement d'avoir une classe virtuelle lorsque vous avez le son. C'est vraiment très important. Dans la vidéo, de manière générale, de toute manière, le son est plus important que l'image, et c'est d'autant plus vrai pour les classes virtuelles, même si c'est important évidemment d'avoir votre image pour un petit peu humaniser quelque part la classe virtuelle. Le plus important évidemment est que vous ayez un son de qualité. Alors, ce qu'il faut éviter également, et là encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être idéaliste et être trop exigeant par rapport à ce que va pouvoir faire l'outil, c'est de faire des présentations de vidéos en live. Alors, je sais que par exemple, quelques outils aujourd'hui s'appuient directement, par exemple sur YouTube, ça va bien fonctionner parce qu'ils vont lancer un lecteur YouTube sur toutes les classes virtuelles de tous les participants. Je pense notamment à Global, je crois qu'il le fait. Mais au-delà de ça, il ne faut pas, par exemple, s'imaginer que vous allez diffuser une vidéo sur votre poste, par exemple, en local, et que vous allez diffuser votre écran, et que du coup, tout le monde va voir la vidéo avec une fluidité extrême, etc. Ça reste encore assez limité de ce point de vue-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'orienter éventuellement, si vous voulez passer de la vidéo, je pense notamment aux enseignants de langue, etc., de simplement de mettre par exemple un lien, de demander aux participants de regarder la vidéo, et ensuite de revenir ultérieurement dans la classe virtuelle. Donc au niveau toujours de la présentation, oui, juste pour rebondir par rapport à ça, c'est pareil. Je pense qu'il faut éviter également, même si ça peut se faire, mais il faut éviter par exemple de faire une démonstration en live. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez présenter votre site internet par exemple, en live, c'est pas forcément toujours l'idéal. Le partage d'écran fonctionne en général, c'est un outil qui est proposé sur les outils virtuels, le partage d'écran, mais c'est assez lourd encore une fois. Je pense qu'il faut privilégier le PDF par exemple, la présentation de diaporamas, etc. C'est beaucoup plus léger. En tout cas, voilà, c'est des conseils. Après, vous pouvez faire vos propres tests. Moi, j'ai pas mal quand même d'expérience dans le domaine, et c'est ce que j'ai constaté en tous les cas. Mais bon, après, encore une fois, c'est des choses qui évoluent. Sans doute qu'à terme, ce sera des choses qui seront beaucoup plus réalisables. Mais aujourd'hui, ça reste encore assez compliqué, je trouve, d'avoir quelque chose de fluide lorsque l'on fait vraiment un partage d'écran. Alors ensuite, oui, vous pouvez utiliser par contre tout ce qui va être outils de pointeurs. Ça, je vous encourage à le faire. Souvent dans les classes virtuelles, maintenant, on va intégrer des outils comme des pointeurs laser par exemple.
ou bien des possibilités d'annoter le document, par exemple également de surligner le document. Lorsque vous avez par exemple vous présentez un PDF, un rapport ou autre, c'est toujours intéressant d'utiliser ces outils-là qui permettent d'avoir quand même une interaction un petit peu sympathique avec les apprenants. Donc ça vraiment je vous encourage éventuellement à utiliser ce type d'outils. Voilà donc pour quelques recommandations. Après bon, c'est des choses qu'il faut tester par soi-même, mais en tous les cas, oui, juste un point également par rapport au son, notamment des participants. Souvent, ce qu'il va falloir également faire lorsque vous animez notamment une classe virtuelle, il ne faut pas oublier ce moment-là. Il ne faut pas partir entre guillemets pleine balle sur le cours. Il faut simplement donner les règles aux apprenants. Par exemple, moi en général, si jamais j'ai beaucoup de monde, je vais simplement dire bonjour à tous, vous avez la possibilité de chatter, je vais leur dire posez vos questions. Si jamais je vous donne la parole, je peux bien sûr donner parfois la parole à certains étudiants, mais si jamais c'est le cas, ensuite une fois que vous avez pris la parole, vous mutez votre micro, ça c'est important. Si tout le monde, par exemple, si vous avez une classe virtuelle avec, moins de 10 personnes par exemple, et que par défaut vous souhaitez leur donner les droits d'utilisation du micro et par exemple de la vidéo, ce qui serait possible, à moins de 10 personnes, ça reste encore faisable. N'oubliez pas de leur dire de muter le micro lorsqu'ils ne parlent pas, parce que sinon il va y avoir des effets de Larsen, etc. Qui vont et notamment également le fait par exemple que la personne va avoir autour d'elle du bruit. Ça c'est quelque chose qui peut être très dérangeant aussi, parce que souvent les personnes qui participent à des classes virtuelles sont directement chez eux finalement. Donc de ce point de vue-là, il faut être vigilant et il faut donner les règles en fin de compte dès le départ, les bonnes règles d'usage entre guillemets, pour que tout se passe au mieux. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec ce podcast donc sur les classes virtuelles. Je vous rappelle que les liens vers les différents outils là que je vous ai donnés, je vous en ai donné 4, sachant que bien sûr il y a énormément d'outils de classes virtuelles. Vous pourrez faire votre propre veille si vous le souhaitez. En tous les cas, moi c'est 4 outils que je recommande, que je connais entre guillemets, du moins que j'ai expérimenté soit en tant qu'apprenant, soit en tant que formateur. Donc vous pouvez là-dessus faire votre choix si jamais vous souhaitez utiliser un outil de ce type. Et donc je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain podcast.